Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Alors, un parti politique est comme un boxeur. Là, il lui arrive dans son histoire de se retrouver au tapis ou étourdi un peu dans les câbles. Mais dans le cas du Parti démocrate, on a l'impression qu'il tarde à se relever, là. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont encore en train de compter les petits moutons ou les étoiles au-dessus de leur tête. Ils sont pas tout à fait revenus. Et je prenais la mesure des choses dans un sondage que la NBC a publié cette semaine. On peut pas dire que NBC, de façon générale, est favorable au président Trump. Et toutes sortes de choses contrastées. Tu penses pas que NBC est biaisé pro-Trump? Je pense pas, non. Je pense pas. Donc, il n'y a pas de risque quand on étudie les chiffres de NBC. D'abord, première chose, sur l'économie, M. Trump ne fait pas ce qu'il voudrait faire. 18% seulement des répondants estiment que la situation économique est bonne. C'est la première fois qu'il perd l'initiative, c'est-à-dire qu'il y a une majorité d'Américains qui pensent que sa gestion de l'économie n'est pas la bonne, qui lui sont défavorables. 54%, donc, qui pensent qu'il fait les mauvais choix, pour 44%, puis c'est là-dessus qu'il a été élu, beaucoup. L'inflation, l'économie, malgré tout, il y a 47% d'appui globalement, ce qui est un de ses meilleurs scores, et 44% des Américains estiment que le pays va dans la bonne direction. C'est le meilleur score atteint par un premier président sur cette question-là depuis une vingtaine d'années. Ça nous amène aux années Bush. Mais parce que tu parlais des démocrates qui sont encore en train de compter les étoiles qui leur tournent au-dessus de la tête ou autour de la tête depuis qu'ils ont été solidement knockés en novembre dernier. 27% des répondants, 27% le quart, ont une opinion favorable du parti. Le quart de tous les électeurs inscrits, démocrates et républicains, je pensais qu'il y avait un 40% de démocrates quasiment à béton, là. Dans les annales de ces sondages faits par la NBC, c'est le plus bas score. Et les têtes qui sont les mieux positionnées pour, disons, relever les choses, c'est Alexandra Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, qui incarne une ligne d'opposition traditionnelle, mais où il n'y a pas beaucoup de questions. Ouais. Exact. Et qui ne sont pas dans le meilleur climat. En tout cas, je fais partie de ceux qui pensaient que Bernie Sanders apportait en tout cas un choix radical, mais différent. Mais la question, c'est est-ce que c'est un choix qui peut permettre aux démocrates de retourner au pouvoir? Je ne le pense pas plus que Mme Ocasio-Cortez le permettra. Et c'est la vraie question. Est-ce qu'il y a un examen de conscience qui a été fait chez les démocrates? Je ne le pense pas. Les quelques ceux qui veulent incarner la résistance, c'est justement dans une perspective d'opposition au rouleau compresseur Trump. C'est légitime, mais c'est pas en disant nous sommes l'opposition en tout à Trump qui vont faire émerger une ligne et une définition de ce que sont leurs objectifs à eux. Et c'est clair, pour l'instant, le seul programme politique des démocrates, c'est de dire on va s'opposer, puis ils le font très inefficacement d'ailleurs. Puis il y a beaucoup de démocrates qui ont montré du doigt le leadership du Sénat et Chuck Schumer, qui la semaine dernière a trouvé suffisamment de votes pour appuyer les républicains pour que le gouvernement ferme pas. Et ces démocrates disent on aurait dû faire la preuve par l'absurde qu'on est capable de dire non à Trump, fermer le gouvernement, faire en sorte que les chèques ne sortent plus. Mais et là, il y a quelqu'un qui a des réponses plus nuancées, parce qu'il y a une autre manière de faire, et c'est le plus orthodoxe de tous les démocrates, celui qui était, le président du Wokeland pendant un certain temps, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui est en train de faire, je ne sais pas si c'est un 180, mais un exercice introspectif, même si c'est de la frime, parce que ça se peut que ça ne soit que de la frime, mais qui témoigne d'une capacité à dire hey, ça se peut-tu qu'au-delà de Trump, nous, les démocrates, on ait une responsabilité, qu'on ait mal compris ce qu'étaient les sensibilités des Américains, et particulièrement sur des enjeux qui sont associés aux guerres culturelles. C'est lors d'un de ses podcasts qu'il a mis en ligne récemment, qu'il a concédé que l'enjeu des femmes qui deviennent hommes, donc qui transitionnent, qui deviennent des femmes trans,
était problématique dans le monde du sport, ce qui est une ligne de bataille de Trump qu'il répète continuellement en disant il faut pas en parler trop maintenant, on va garder ça pour les prochaines élections parce que les démocrates n'ont pas pigé. Et j'ai des amis américains qui sont investis, qui ont de l'argent et qui je ne comprends pas, mais était moins préoccupé depuis 2 semaines de la chute des marchés qu'il ne l'était à reprendre la ligne du président Trump sur la question trans, comme si soudainement c'était fondamental pour eux. Et j'invite ceux qui seraient peut-être curieux, je t'en ai parlé la semaine dernière de cet exercice de Gavin Newsom, qui a son podcast. Je suis allé l'écouter plutôt que d'en parler ne sachant pas de quoi il s'agissait. Et ce qu'il fait, c'est qu'il rencontre ou parle avec des gens qui sont littéralement des adversaires politiques. Steve Bannon étant, je pense, le dernier qui est l'âme noire de Donald Trump et s'expose à la critique et débat avec ceux qui incarnent justement l'opposition la plus vive à ce qu'il était. Je trouve que c'est audacieux, courageux, très certainement opportuniste, parce que il n'y a pas de meilleur mot pour définir le gouverneur de la Californie, mais lui fait l'exercice, puis il marche à la peinture pour se préparer en 2028, et déjà, il fait les concessions que tu peux pas faire 3 semaines avant un rendez-vous électoral. Il pourra dire dans 2 ans, moi, j'ai compris. Moi, j'ai vu qu'il y avait quelque chose et j'ai fait l'examen de conscience. Et je dirais que pour toutes ces raisons, c'est peut-être le démocrate qui, à l'horizon, incarnera le mieux la capacité à riposter aux républicains. Mais quand je lis ce que les gens nous envoient sur des différents forums, et cette question, elle s'est posée souvent, parce que les gens disent Trump fait toutes sortes d'affaires, bon, qui font pas notre affaire au Canada, mais qui apparaissent pour les gens absurdes, même d'un point de vue américain. Puis on a l'impression que dans notre système, là, l'opposition en chambre poserait des questions. Évidemment, aux États-Unis, ça marche pas du tout de la même manière, mais qu'on n'entend pas les démocrates. Et là, si tu suis ça aux États-Unis, les seuls vrais obstacles à Donald Trump, ça vient des tribunaux. Les tribunaux. Et là-dessus, il y a beaucoup de gens qui me disaient non, les tribunaux, il les a dans sa poche, y compris la Cour suprême qui va être la Cour suprême de Donald Trump. Il contrôle le Congrès, contrôle l'exécutif et contrôle les tribunaux. Je n'étais pas de cette opinion et je le suis de moins en moins convaincu qu'il a la Cour suprême dans sa poche. Cette semaine, tu as peut-être suivi ça, puis c'est très important. Donald Trump a répété dans une entrevue à la Fox que les tribunaux, ils allaient respecter leurs décisions, mais il y a comme un caveat. Il dit, mais il y a des juges qui sont vraiment bizarres, sont vraiment weird. Et il y en a un en particulier qui, le week-end dernier, surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Est-ce qu'il y a des vraies questions à se poser sur ce qu'on appelle ici et ailleurs le gouvernement des juges, c'est-à-dire des juges qui se mettent en tête de gouverner d'une certaine manière à la place de ceux qui sont au pouvoir? Ça serait une responsabilité du personnel politique au Canada, certainement, où le politique a accepté de donner aux tribunaux des responsabilités qu'il n'aurait peut-être pas dû avoir. Mais dans le cas qui nous intéresse, Trump s'attaque à certains juges. Un qui a donné du fil à retordre dans l'administration en disant on peut pas expulser du pays, manu militari, certaines personnes, comme on le fait en vertu d'une vieille loi de 1798 qui s'appelle le Alien Enemy Act, des gens qui, par exemple, sont envoyés au Salvador pour être emprisonnés par M. Bukele parce que, dans le cas précis dont on parle, le Venezuela ne veut pas les retrouver. Il y a toutes sortes de violations et le juge a dit non, vous arrêtez et s'il le faut même, vous allez faire revenir les avions qui sont en direction du Salvador avec des gens qui ont été expulsés. Ça a donné une espèce de bisbille profonde entre le président et ce juge qui est devenu une vedette. Et là, cette semaine, c'est le patron de la Cour suprême, John Roberts, qui dit attention, Monsieur le Président, sans jamais le nommer, parce que la solution de M. Trump, c'était il faut destituer ce juge qui s'oppose à nos décisions. Et ça pourrait être donc, on va respecter toutes les décisions, mais quand un juge ou une juge n'est pas d'accord avec nous, on va demander à le destituer. Et Robert, cette semaine, sort de sa réserve. Ça n'arrive jamais. Un juge de la Cour suprême qui se prononce sans être sollicité, c'est comme choisir de passer par-dessus le terre-plein pour aller renverser quelqu'un qui est dans la voie inverse du trafic. Et c'est ce qu'a fait le juge Roberts en faisant attention, mais en disant, il y a un processus. Si vous n'êtes pas d'accord avec un jugement, vous en appelez. Ça se rend jusqu'à nous et on prend une décision. Puis il faut voir que la Cour suprême, je te disais, n'est pas nécessairement dans la poche de M. Trump. La juge Coney Barrett, nommée par M. Trump, a été plus d'une fois surprenante et s'est alignée, en fait,
été d'accord avec la portion plus à gauche, avec les juges qui sont assis plus à gauche à la Cour suprême, et le juge Roberts, qui est en général considéré, c'est lui en plus qui est le patron de la Cour, comme assis sur la clôture, se donne ce mal cette semaine, c'est pour dire, tenez-vous bien parce que nous, les tribunaux, on entend faire respecter la règle de droit. Bon, là, on a vu cette semaine, évidemment, l'Europe qui est dans un processus majeur de réarmement, des sommes d'argent à peine imaginables qui vont être investies dans la défense au cours des prochaines années. Et depuis quelques jours, là, depuis mercredi, c'est de plus en plus clair que le Canada va faire partie de ce mouvement-là. En fait, on se demande est-ce que c'est une espèce de un nouvel OTAN sans les États-Unis, là, un OTAN 2 sans les États-Unis avec le Canada puis l'Europe, qui est en train de bâtir une force militaire, ou est-ce qu'on va le faire vraiment à terme? Est-ce que le temps n'emporte le vent? Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Le Financial Times, que je prends au sérieux aujourd'hui, avait un petit article consacré à cette idée qu'il y aurait peut-être un mouvement pour faire en sorte de larguer les États-Unis et d'assumer de manière continentale en Europe la défense, et donc que l'OTAN devienne une organisation collective de défense avec les principaux intéressés, les Européens, peut-être le Canada, mais sans plus compter sur les États-Unis. À l'horizon 2035 peut-être, puis entre-temps, il y aura probablement un nouveau président, puis il faut voir ce qu'on remplace, parce que les États-Unis, c'est clair qu'ils contrôlent tous les leviers. Le commandement de l'OTAN à Bruxelles, c'est essentiellement un commandement américain, mais la perspective, c'est aussi de faire en sorte que les systèmes d'armement soient européens, donc gros programme d'investissement. Le Bundestag, qui est le Parlement allemand, qui a voté pour amender la Constitution pour faire en sorte, cette semaine, ça s'est passé mardi, qu'on puisse dépasser ce qui était les cibles contraintes en matière de dépenses militaires et qu'on puisse emprunter aussi au-delà de ce qu'était le fameux frein à la dette, parce que les Allemands, disons-le, sont très frugaux. Et en matière de défense, davantage, parce qu'historiquement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, comme le Japon d'ailleurs, avait des armées plutôt d'autodéfense. Et là, c'est plus du tout le même discours. C'est des centaines de milliards de dollars qui vont être dépensés. Au passage, je dirais que c'est un gros transfert de richesse parce que c'est de l'argent qui va être emprunté, que les contribuables de tous ces pays auront à payer un jour, et il y a quelques entreprises qui vont faire de très, très bonnes affaires. Et parmi celles-là, peut-être des entreprises canadiennes, mais on l'a vu avec ce qui se profile à l'horizon depuis quelques jours, la possibilité que le Canada s'investisse davantage dans une zone européenne d'influence, et particulièrement en matière de construction et d'achat, une façon de répondre à Donald Trump, parce que la meilleure manière de faire souffrir un adversaire politique et économique comme Donald Trump, c'est de s'en prendre au cordon de la bourse. Si soudainement, ça a été beaucoup dit, mais plusieurs pays changent d'idée sur les commandes d'armement les plus coûteuses, ça va avoir un impact sur les emplois, sur le produit intérieur brut américain, et c'est ce que le Canada, à la hauteur de ses tout petits moyens d'acheteurs, je rappelle quand même on aime faire la morale, là, mais on est un des pays qui, au sein de l'OTAN, investissons le moins dans notre défense. On est très, très, très loin de l'objectif. On est de mauvais élèves si on veut donner des leçons de vertu en matière de défense. Mais le Canada qui se réoriente sur l'Europe, ça se joue maintenant. Ouais, là, et derrière ça, c'est l'idée de l'OTAN sans les États-Unis. Là, tu parles du Canada ancien, là. Celui d'il y a 10 semaines passées, là. Mais là, c'est le Canada nouveau que M. Dans le vieux temps. C'est ça. Oui, dans le bon vieux temps. Le bon vieux temps, il y a 10 semaines. Là. Mais là, c'est le Canada. Le bas Canada. Voilà, c'est exactement. À l'époque, il y avait le bas et le haut Canada. Dans le temps qu'on avait des mousquets pour faire la guerre. Maintenant, c'est différent. Ça va changer. Oui. Puis on a une campagne électorale où on va probablement expliquer que nous serons une super puissance militaire capable d'assumer son destin en Europe. Qu'on va parler de défense campagne. C'est à peu près jamais arrivé dans l'histoire du Canada. Merci Stéphane. Bonne fin de semaine.